Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre ce matin sur la page Facebook de Bibliothèques sans frontières. Ce matin, je vous propose de parler d'activités culturelles et artistiques. Nous avons la chance d'avoir avec nous Sophie Charlotte, qui est animatrice d'ateliers d'initiation à l'histoire de l'art pour les enfants et qui est aussi la fondatrice de l'association Tête en l'art. Comme tous les matins, nous allons essayer de vous proposer aujourd'hui des idées d'activités simples à faire à la maison avec vos enfants, avec le matériel que vous avez sous la main. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous partager aussi des conseils pour profiter de ce temps de confinement et de renouer grâce à ces moments un petit peu hors normes avec des sujets dont on n'a pas forcément l'habitude de parler au quotidien ou de tout simplement renouer du lien avec vos enfants. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les liens dont nous allons parler aujourd'hui sur notre site internet bibliosansfrontières.org pour la France et www.bibliosansfrontières.be pour la Belgique. Vous verrez, Sophie Charlotte nous a fait une belle sélection de visites virtuelles, d'activités à faire. Nous publierons tous ces liens sur notre bibliothèque numérique et dans notre newsletter. N'hésitez surtout pas à vous inscrire. Il y en a justement une qui part dans vos boîtes aux lettres dès ce soir. Sophie Charlotte, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invitée. Donc, Sophie Charlotte est animatrice depuis maintenant quelques années d'ateliers d'initiation à l'histoire de l'art qui marche extrêmement bien avec les enfants et c'est aussi la fondatrice de l'association Tête en l'art. Dis-moi, Voilà. Sophie Charlotte, en cette période de confinement, à ton avis, quel rôle l'art peut-il avoir dans les familles? Peut-être est-ce une opportunité de resserrer encore les liens entre parents et enfants, d'éveiller la curiosité des enfants? Alors oui, alors déjà l'art, ça va vous servir à vous évader en cette période de confinement, ce qui me semble être vital en ce moment, parce que regarder des tableaux, ça donne aussi d'autres horizons à observer, donc c'est toujours ça de prix. Évidemment, ça va être un moment de resserrement de lien, on va dire, entre les parents et les enfants, parce que faut pas oublier que regarder de l'art, regarder des tableaux, des sculptures, etc., c'est avant tout parler d'émotions, parler de sentiments, parler de ressentis par rapport à ces œuvres. Et le fait de pouvoir échanger avec ses enfants ces émotions, c'est aussi pouvoir en parler un peu. Donc si jamais vous êtes un peu anxieux, inquiet de la situation, ça peut permettre aussi de verbaliser cette angoisse et de pouvoir la partager avec vos enfants qui parfois ont l'air d'aller très bien parce qu'eux, ils sont contents d'être à la maison et de jouer, et voilà. Mais ça reste anxiogène, le fait de ne pas pouvoir sortir, le fait de ne pas pouvoir avoir une vie normale, on va dire. Donc ça peut permettre un échange de sentiments, les vôtres, les leurs, et de voir comment on peut les mettre bien à plat et être un peu moins stressé, on va dire, dans cette période. Et puis après, d'un point de vue purement plus intellectuel, on va dire, ce temps qu'on peut passer avec ses enfants à observer, à regarder, à parler art, c'est aussi permettre de créer une familiarité avec l'art, avec les musées. Et c'est des choses dont vous pouvez vous resservir ensuite par la suite quand on va pouvoir à nouveau sortir, à nouveau visiter des musées. C'est un moment où, en fait, c'est une première marche pour pouvoir faire des choses avec plus d'envergure quand on va pouvoir sortir à nouveau. Dites-vous bien qu'on ne visite pas un musée en ne sachant pas ce qu'on va y voir, surtout quand on est un enfant. Ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux se dire, on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça, et on y va, et effectivement on voit, et là on est content d'avoir préparé sa visite en fait. Une visite avec des enfants dans un musée, ça se prépare, et donc c'est l'occasion de préparer. Donc ces trois objectifs-là me paraissent déjà pas mal. Super, merci beaucoup, Sophie Charlotte. Et dis-moi, c'est vrai que parfois on peut se dire que parler d'histoire de l'art avec des enfants, ça peut être un peu paralysant pour des parents qui sont pas forcément des experts du sujet. Quels conseils est-ce que tu pourrais leur donner justement? Alors déjà, je pense qu'il faut être très décomplexé. Il faut pas essayer de se prendre la tête en disant ah là là, c'est un sujet extrêmement sérieux, intellectuel. Non, 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 non. On parle de regarder des œuvres d'art. Donc d'abord, on parle de ressenti, d'émotion, etc. Le but de faire des ateliers d'initiation à l'histoire de l'art ou des ateliers créatifs,
c'est pas d'en faire des historiens d'art, c'est pas d'en faire des bêtes de culture qui connaissent plein de choses. C'est d'abord et avant tout leur donner la curiosité d'aller voir plus loin. Et parfois, on plante la graine assez tôt et c'est quelque chose qu'on va développer beaucoup plus tard. Donc déjà, pas de prise de tête, pas de pression, ça sert à rien. Enfin, en tout cas pour les plus jeunes, c'est pas le but. Et ensuite, je pense que la deuxième chose importante, c'est de faire ça dans un moment de détente. Il faut que ça reste l'activité créative reste un moment de détente. Il faut pas qu'on se dise il faut obtenir un résultat. Il faut que ce soit fait dans les règles, machin, etc. Non, non, c'est un moment où on va prendre du plaisir à faire quelque chose, à créer quelque chose. Il faut pas se mettre trop de limites, faut pas trop limiter les enfants parce que sinon on gâche le plaisir qu'ils peuvent avoir. Et surtout, il faut le faire quand nous on se sent capable d'en profiter aussi en tant que parents, parce que si on est tendu, ça passera pas en fait. Et puis éviter aussi de faire ça par défaut, c'est-à-dire ah là, on peut pas regarder la télé, on peut pas jouer aux jeux vidéo, on peut pas, bah du coup on va faire de la peinture. Bon bah non, honnêtement la peinture c'est moins rigolo que Pokémon, donc du coup c'est comme visiter un musée quand il pleut. Il faut éviter en fait parce que ça donne pas envie. C'est ça donne pas envie. Donc faites ça parce qu'il y a une réelle envie de créer quelque chose, pas par défaut d'autre chose. Ça part mal quand ça commence comme ça part très mal. Donc voilà, détendu et décomplexé, tranquille. Il faut pas que ce soit un truc trop prise de tête. Je crois que là, en ce moment, c'est pas la peine en plus, vraiment. Donc, voilà. Effectivement, il s'agit de le faire parce qu'on a envie de le faire et d'essayer d'y associer des moments positifs entre parents et enfants. Et puis que les parents aient envie de le faire aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste voir le plaisir de l'enfant en disant on a fait ça pour lui faire plaisir. C'est un partage. Donc, il faut que ça soit agréable à faire pour tout le monde. Super. Et justement, toi qui mènes au quotidien des ateliers d'éveil et d'initiation pour les enfants, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que la création artistique, la créativité peut apporter à l'enfant? Alors, bah déjà, il y a un développement pour les plus petits, j'entends. Hein, donc, on va parler des maternelles. Il y a un développement moteur qui est évident, qui peut rejoindre d'ailleurs ce que l'éducation nationale attend de l'école à la maison, c'est-à-dire un développement manuel, donc l'utilisation de ciseaux, de colle, de crayons, enfin voilà. Les maternelles globalement, ne font pas que ça. Hein, ils font d'autres choses avec les maîtresses, mais nous, à notre niveau, en tant que parents, c'est la chose qu'on peut développer avec eux. Donc le développement moteur et puis la motricité fine, ce qu'on appelle, et le développement cognitif, c'est-à-dire que on ne met pas en place une activité créatrice, on va dire, en poussant des cris et en partant dans tous les sens. Il y a quand même besoin d'un cadre. Il va falloir expliquer aux enfants les différentes étapes de création pour arriver à un résultat, même s'il n'est pas formidable, mais au moins un résultat quelconque. Si on part dans tous les sens sans se poser de base, ça marche pas non plus. Donc, ce qui aide les enfants, c'est qu'on leur dit, bah voilà, il y a une première étape, et ensuite sur cette première étape, on va en construire une seconde et une troisième. Donc ça, c'est important. Voilà, c'est important de mettre ça en place. Après, ça développe l'activité artistique, ça développe le goût, clairement, le goût de l'enfant. Qu'est-ce que tu préfères comme couleur? Qu'est-ce que tu vas utiliser comme médium? Qu'est-ce que tu préfères utiliser? Le feutre, le crayon de couleur, la craie grasse. Enfin, ça lui permet d'abord de découvrir des choses qui va pas forcément, vers lesquelles il va pas forcément aller au premier abord. Hein. Les enfants adorent les feutres. Et en dehors du feutre, en général, rien n'existe. Et ben là, ça lui permet, voilà, d'utiliser plein d'autres choses. Et puis aussi de développer l'autocritique, c'est-à-dire de dire bon ben j'ai fait ça, je suis pas satisfait de ce que j'ai fait, donc je vais essayer de rattraper, comment je peux rattraper, etc. Sachant qu'il faut pas dramatiser, c'est-à-dire que il faut pas dire ah c'est raté, catastrophe. Non, on rattrape, on améliore, on change, on modifie, etc. Donc ça c'est important aussi. Et je crois que ce qui est le plus important dans la création artistique, c'est la liberté de s'exprimer comme on le veut, comme on l'entend. De développer cette liberté. Souvent, les enfants, plus ils grandissent et plus ils sont scolarisés de manière... Ils sont formatés, ouais. Oui, voilà. Alors, j'aime pas trop ce mot-là parce que, bon, c'est pas très... Mais il faut un peu de formatage, mais à côté, il faut quand même beaucoup de liberté aussi. Et en fait, c'est justement se décaler de ce formatage pour
s'exprimer soi, exprimer son originalité, exprimer des choses différentes de celui d'à côté, de manière différente, et aussi assumer cette personnalité qu'on peut avoir, c'est-à-dire être libre de pouvoir dire moi j'aime ça comme ça, plutôt comme ça, avec ça, et c'est pas toujours. Enfin moi dans mes ateliers, je me suis souvent rendu compte qu'effectivement les enfants comment dire, brimaient cette liberté parce que ils veulent se conformer à la demande, en fait. La maîtresse va nous demander ça, donc il faut qu'on fasse ça. Moi, je suis pas maîtresse, donc je suis pas là pour ça, en fait. Ouais. Donc moi, je leur dis, mais toi, qu'est-ce qui te fait plaisir? Comment tu as envie? Et souvent, c'est un moment où ils sont un peu genre, je sais pas. Et ben justement, c'est le moment de réfléchir à ce qu'on a envie de dire et à l'originalité qu'on veut avoir par rapport aux autres. Donc moi, je trouve ça essentiel en fait. Voilà, s'exprimer soi, c'est quand même très agréable. Donc il faut cultiver ça, ouais. Super ça. C'est extrêmement libérateur effectivement, et puis ça permet aussi de rêver un petit peu. Et justement, je sais que tu nous as fait une petite sélection de sites qui permettent de visiter un musée finalement depuis chez soi, y compris en confinement. Je te laisse les présenter. Je vais partager mon écran pour qu'on puisse les voir en même temps. Alors avec les enfants, je vais pas vous proposer de visite de musée parce que déjà visiter un musée en temps normal avec des enfants, c'est pas toujours extrêmement évident. Donc visiter sur internet, c'est carrément compliqué. Par contre, je vais vous proposer des sites qui sont très bien faits à mes yeux et qui sont très ludiques et qui ont un discours adapté pour des enfants, parce que je trouve que il y a rien de pire que d'essayer de calquer un discours pour adultes sur un public enfant. Ça ne peut pas prendre, ça ne peut pas leur plaire. Ils n'ont pas besoin de ça, en fait. Donc là, je vais vous parler d'abord des petits mots, donc, que vous voyez à l'écran, qui est un site qui a été développé par le musée d'Orsay et le musée de l'Orangerie pour présenter leur collection aux enfants. Donc, c'est une carte interactive. Donc, les enfants vont pouvoir se promener dans cette carte avec la souris. C'est très coloré, c'est très lumineux, c'est très agréable. Et en fait, ça va être une sorte d'enquête dans cette carte pour trouver les différentes sculptures et peintures du musée. Et une fois qu'on les a trouvées, on clique dessus et ça va s'afficher un petit. Donc, si tu veux cliquer sur la statue, voilà, là c'est pour présenter les collections. Mais dans la carte, il y a des objets qu'on trouve et on va avoir un petit résumé de l'œuvre, de l'artiste. C'est très court, c'est très bien écrit. Voilà, tu cliques là-dessus et là, ça va être, donc ils vont présenter Rodin, donc Balzac, et donc tu peux cliquer sur Auguste Rodin juste au-dessus et on va avoir un petit texte, voilà, avec des images, avec des textes très courts pour juste donner un contexte, on va dire. Donc bon, alors évidemment, il faut que les enfants sachent lire. Hein. Clairement, c'est pas adapté pour des tout petits, mais je trouve que c'est très bien fait, que c'est très joli, que c'est très sympa. Donc voilà. Et donc le musée d'Orsay a proposé aussi un podcast, un podcast qui s'appelle Les Promenades imaginaires. Alors là, déjà, c'est pour des plus grands parce que je trouve que le texte des histoires est un peu soutenu, donc avec un vocabulaire qui est un peu plus recherché. Donc pour des petits, c'est compliqué. Et ça dure quand même environ 10 minutes à chaque fois. Donc il faut avoir une capacité de concentration un peu plus développée. Et en fait, à chaque histoire, ils ont associé une œuvre qui a inspiré cette histoire. Donc là, par exemple, vous avez Augustine, enfin danseuse étoile, et en dessous, vous avez un tableau de Degas, de la danseuse étoile. Donc l'histoire va être en résonance avec l'œuvre, donc c'est intéressant. Ça permet donc l'enfant va écouter en regardant l'œuvre. Dans les histoires, il y a pas mal de recontextualisation de l'artiste, de l'époque. Donc c'est quand même un peu plus. Moi je dirais qu'à partir de 9 ans, c'est pas mal. En dessous, c'est un peu touffu, quoi. Donc voilà. Mais c'est très bien fait. Les histoires sont très sympas, mais et puis le fait d'associer tableau et histoire, je trouve ça intéressant. Le musée du Louvre est pas en reste non plus. Ça fait très longtemps que ça existe, mais là c'est une bonne occasion de l'utiliser. C'est le Louvre raconté aux enfants. Donc vous avez un personnage
qui est Vivant Denon, qui va être en fait qui est le créateur du musée du Louvre à la base, qui va vous proposer de rentrer dans son atelier. Donc normalement il faut ça devrait apparaître là sur la case blanche que tu as. Et en fait, on est dans l'atelier de Vivant Denon et on peut cliquer sur différents objets dans cet atelier. Et ça va nous raconter des petites histoires, ça va mettre, il y a des petits dessins animés qui vont se mettre en route pour raconter les différents objets, l'histoire des collections, etc. Donc là, vous avez Vivant Denon qui vient d'arriver. Et donc voilà, il explique que c'est son musée. Bon, c'est son bureau, il est dans une cave, hein, c'est pas très clair, mais c'est et donc du coup, voilà, c'est très bien fait aussi. C'est très court en général. Les explications sont pas assez courtes, sont assez simples, mais il y a de la matière dedans, donc c'est vraiment bien fait. Ça existe depuis très longtemps, mais c'est l'occasion de l'utiliser, quoi. Sinon, si vous êtes plus art contempo, il va y avoir Mon œil de Pompidou, qui est une web-série. Donc là, il va y avoir très peu d'explications. Ça va passer beaucoup par l'image. Donc du coup, ça peut être adapté à des petits, parce que pas beaucoup de texte, pas beaucoup de paroles, les images, ça attire beaucoup plus, hein, donc voilà. Et en fait, dans ces images, on rentre dans un univers de l'art contemporain, en fait. Donc, il n'y a pas de concept, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de, mais c'est juste, on rentre, on se laisse happer par les images, par l'histoire que ça raconte, etc. Donc, c'est très chouette, c'est très chouette. Ça peut parler vraiment à plein d'enfants différents. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien pensé et très intelligent. Donc, c'est par là, vous avez en dessous, vous avez les différents chapitres, on va dire, de la vidéo. Donc, vous pouvez passer aussi quand on voit que les enfants décrochent un peu, c'est le moment de passer peut-être à quelque chose d'autre. Donc, non, c'est vraiment bien pensé. Donc, Mon œil de Pompidou, c'est vraiment chouette. Et puis, sinon, vous avez, alors ça, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. C'est un conte qui a été développé par le Musée des Impressionnismes à Giverny. Et en fait, c'est un très joli conte. Donc là, le personnage principal, c'est Iris. Et elle a des graines et elle va devoir protéger ces graines d'ombres qui la menacent. Et elle va rencontrer plusieurs personnages sur son chemin pour l'aider à protéger ses graines. C'est très beau, les illustrations sont très belles. Elle s'inspire de tableaux qui sont au musée des Impressionnismes à Giverny. Donc c'est très calme, c'est très posé. C'est un conte qui est vraiment intelligent. Et en fait, le conte, c'est c'est un conte allégorique, on va dire. Hein. Les graines, c'est la curiosité qu'on a par rapport à l'art. Évidemment, les ombres, c'est l'ignorance, et ces graines vont se développer si on les plante, si on les arrose, et les personnages que la jeune fille rencontre sont les différents acteurs dans un musée qui sont là aussi pour aider à développer ces graines et à mettre en avant les tableaux, la culture, etc. C'est vraiment très joliment fait. Donc, et c'est facile à utiliser, c'est assez interactif parce qu'il faut quand même faire des choses, il faut scroller pour pouvoir descendre l'histoire, il faut cliquer sur les graines, il y a des petits mouvements à faire, mais c'est jamais très compliqué. Donc, je pense que un enfant même petit, alors pas trop petit, mais un enfant même petit peut très bien profiter de ce conte. Donc voilà, et il vous présente des tableaux qui sont dans le musée des Impressionnismes. Qui font écho aux décors qui sont derrière. C'est vraiment très joli. C'est très, très joli. Donc, profitez-en. Il est vraiment très sympa, celui-là. Et enfin, j'avais aussi pensé à Une minute au musée, qui est une sorte de mini dessin animé, mini série animée. Donc, où il y a ces trois copains qui se promènent dans des musées. Donc, c'est principalement des musées parisiens, donc le Louvre, le musée d'Orsay, etc. Et ils s'arrêtent devant l'étoile
Et en fait, ils se posent plein de questions. Il y en a un qui a des réponses. Donc, il y a pas mal de contenu dedans. Par contre, c'est très court, donc ça va assez vite. Donc, pour des petits, à mon avis, c'est un peu difficile à suivre. Il faut déjà être un peu plus grand. Mais c'est bien fait aussi. On voit le tableau, ils se posent des tas de questions, ils font des théories qui sont évidemment pas les bonnes, mais c'est rigolo de les voir. Enfin, c'est plutôt bien fait. Mais ça va très vite, donc il faut s'accrocher un peu, quoi. Voilà, donc ça c'est les quelques sites que j'aime bien mettre en avant parce qu'ils sont vraiment bien faits. Et encore une fois, ils ont un discours qui est adapté à un jeune public. C'est pas un copier-coller de ce qu'on peut trouver dans les musées. Il faut éviter, en fait, hein, si vous pouvez. Enfin, j'ai rien contre la médiation culturelle pour les plus grands, c'est pas le problème, mais ça n'a rien à voir. La médiation culturelle jeune public et la médiation culturelle adulte n'est pas censée être la même chose. C'est pas possible, ça marche pas. Donc du coup, voilà, faites attention à ce que vous pouvez proposer à vos enfants. Et surtout, gardez en tête que si ça ne les intéresse pas, ce n'est pas grave. Ils ont le droit, en fait, de ne pas aimer, de ne pas accrocher, que ça ne leur évoque rien. C'est que c'était pas la bonne œuvre pour eux. Il faut trouver autre chose. Donc, ils ont le droit aussi de pas aimer, en fait. Merci Voilà. beaucoup, Sophie Charlotte. Effectivement, c'est surtout une façon d'éveiller la curiosité, d'ouvrir l'esprit des enfants de façon ludique. Et si ça n'accroche pas, eh bien, c'est peut-être pas le bon moment où ça accrochera un autre sur Oui. autre chose, sur une autre thématique. C'est simplement Faut pas l'idée de s'inquiéter. C'est pas grave. voilà. Ce sera une autre fois. Super. Dis-moi, tu nous avais aussi sélectionné des podcasts qui Ouais. peuvent aider les enfants et les parents à explorer et à découvrir de nouveaux champs culturels. Est-ce que tu peux nous en conseiller quelques-uns que j'ai partagé à nouveau mon écran pour vous Ouais. les montrer? Alors, on reste dans un domaine culturel, mais ça va pas forcément. Enfin, ça touche pas à l'histoire de l'art. C'est des podcasts que j'utilise beaucoup avec mes enfants, notamment le plus grand. Le premier, c'est Quelle histoire. Donc, Quelle histoire, au départ, c'est une série de livres éducatifs pour les 6-10 ans. Qui sont très bien faits, qui vont mettre en scène des personnages historiques, des légendes mythologiques, des présentations de civilisation, etc. Donc c'est une série de livres déjà que je vous conseille en temps normal quand on pourra retourner en librairie parce que c'est plutôt bien fait. Et là, ils proposent des podcasts sur la mythologie, donc la mythologie grecque, romaine, égyptienne, viking, les légendes arthuriennes, enfin c'est assez large. J'ai vu qu'ils annonçaient une deuxième saison de ce podcast, donc j'espère que ça va arriver vite. Et chaque podcast est de une dizaine de minutes, donc là aussi, hein, il faut être un petit peu plus grand peut-être pour les plus petits, c'est pas adapté, mais bon, enfin ça peut fonctionner, hein. Et donc c'est des mythes et légendes sous forme d'histoire avec des personnages, des voix, etc. Donc c'est très ludique. Le vocabulaire est relativement simple. On est sur quelque chose d'assez complet, d'assez concis aussi. Ça part pas dans tous les sens. Donc non, ça c'est vraiment chouette pour découvrir les mythes et légendes, notamment les mythes et légendes peut-être de civilisations qu'on connaît moins, c'est-à-dire les Vikings, parce que bon a priori, enfin Osiris, tout ça, on commence à connaître, mais c'est l'occasion de découvrir Odin, Thor, etc. Ça, chez moi, ça a beaucoup de succès, en tout cas, en ce moment. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il y a un France Inter aussi qui propose les Odyssées. Donc eux, ils disent que c'est pour des 7-12 ans, effectivement, c'est pour des enfants déjà aussi un peu plus grands. Ça va du personnage historique de Martin Luther King à Marco Polo, sur des découvertes comme celle de la grotte de Lascaux. C'est très bien fait, ça dure une quinzaine de minutes en règle générale. Là aussi, c'est sous forme d'histoire. C'est vraiment bien, mais c'est pour des plus grands. Moi, par exemple, le mien de 7 ans, il accroche pas trop encore. C'est un peu long, c'est encore un peu, voilà, mais ça va venir. Je pense que ça dépend des enfants et de leur maturité, on va dire, mais c'est bien fait. Alors, il y a un podcast que j'aime beaucoup, c'est des histoires en musique d'Elodie Fondacci qui sont sur Radio Classique.
Et en fait, ça va être des histoires et des légendes racontées sur de la musique classique. Donc, ça permet aussi de développer un peu tout ce qui est écoute musicale, qui est parfois un petit peu difficile à développer chez les petits. Donc, Elodie Fondacci raconte des contes de tout horizon. Hein. Ça peut être des contes classiques comme des contes japonais, des contes africains, etc. Et aussi, elle raconte parfois le sujet des ballets comme le Lac des Cygnes ou l'histoire de Scheherazade. Donc c'est très varié et la musique est toujours très agréable à écouter. Alors nous, on est des très grands fans, hein, clairement. Ça marche très bien. Même sur mon plus petit de 4 ans, il adore. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment très agréable, même pour soi, enfin même pour les parents, c'est très sympa. Enfin vraiment, c'est très agréable. Et puis enfin, j'ai pensé à ça parce que j'ai le livre à la maison du feuilleton d'Artémis et je trouve que c'est un super livre. Donc là aussi, quand vous aurez l'occasion de retourner en librairie, n'hésitez pas à aller l'acheter. C'est une collection de livres de la mythologie grecque en 100 épisodes. Donc là, il faut que tu cliques sur 7-10, j'essaie. Voilà. Et en fait, l'auteur raconte en 100 épisodes l'histoire d'Artémis, d'Hermès, d'Ulysse. Donc il y a un livre pour chaque héros. Et à lire à haute voix le soir à la veillée, c'est top. Vraiment, c'est top. Si vous avez des enfants autour de 7-8 ans, foncez les acheter quand vous aurez l'occasion. Vous faites des lectures à la maison, un épisode tous les soirs. C'est un super moment de partage. C'est hyper bien écrit. Il y a quelques illustrations qui sont très belles. Donc c'est la mythologie de, je me souviens plus, je sais plus. Bref, il y a Artémis et là elle est en train d'en enregistrer un nouveau bouquin. Donc vous allez pouvoir avoir l'entièreté du livre petit à petit. Et donc là, on peut l'écouter. C'est gratuit. D'habitude, c'est des choses qui sont payantes. Là, c'est gratuit pendant le confinement. Donc profitez-en. Ce serait dommage de passer à côté. C'est très agréable. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien pour découvrir l'histoire d'Artémis notamment, puisque c'est celle-là qu'elle a enregistrée. Donc moi, c'est ces podcasts-là que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. Donc j'ai un petit coup de cœur pour cela. Merci beaucoup, Sophie-Charlotte. C'est une super sélection pour alterner justement un peu entre activités éducatives, activités créatives et peut-être des moments un peu plus de rêve. Dis-moi, pour ceux qui souhaitent faire des activités artistiques à la maison avec leurs enfants, est-ce que tu peux nous souffler quelques idées? Peut-être, je sais que tu as sélectionné des idées par type de création, peut-être un exemple par type, ça serait super. Avant de te donner les exemples par type, il y a 2 sites que je recommande pour des activités artistiques. C'est l'Expo Idéal de Hervé Tulette, qui est un artiste illustrateur qui a lancé en 2018 un truc qui s'appelle l'Expo Idéal. Et c'est vraiment vraiment chouette parce qu'en fait il est vraiment dans la création artistique décomplexée. Il n'y a pas de c'est ça. C'est du matériel extrêmement simple pour un résultat qui est vraiment chouette. On va faire des trous, on va découper, on va déchirer, on va gribouiller, c'est pas prise de tête, c'est pas compliqué. Dans l'onglet création, il vous propose en fait des tutos soit en images, soit en vidéo pour que vous puissiez reproduire ce genre de choses chez vous. C'est très simple. Moi, j'adore ce qu'il fait. Voilà. La création artistique décomplexée. On peut faire un truc très beau, très sympa avec 3 fois rien et en ne sachant pas dessiner, ni peindre, ni rien du tout, on peut faire quelque chose de vraiment super. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Moi, j'adore ce qu'il fait. Il a écrit plein de livres. Il a participé à la publication de jeux. Donc là aussi, quand on sera sorti de chez nous, n'hésitez pas à y aller, à acheter ces jeux. C'est vraiment génial. Ce qu'il fait, c'est vraiment génial. Et sinon, il y avait la revue Dada, donc qui est une super revue là aussi sur l'initiation à l'histoire de l'art pour les enfants, qui propose tous les mercredis un atelier à télécharger. Donc là, mercredi dernier, ils ont proposé un atelier sur Klimt.
Voilà, soyez connectés et suivez la revue Dada. Ils vont publier tous les mercredis du coup des ateliers. Donc là, il faut un tout petit peu plus de matériel, mais si vous avez, si vous n'avez pas tout le matériel nécessaire, n'hésitez pas à adapter ce qu'ils proposent pour pouvoir quand même faire l'activité. C'est pas très grave d'avoir exactement ce qu'ils demandent. Voilà, adapter avec ce que vous avez à la maison, ça marchera très bien aussi. Donc voilà, moi j'aime beaucoup la revue Dada, je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Et là, je trouve que c'est une très bonne idée de publier des activités tous les mercredis. Ça change un peu, c'est un peu le rendez-vous qu'on va attendre avec les enfants. Donc voilà. Donc Super. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut pas hésiter à penser au détournement d'objets qui serviraient pas à ça au départ, pour proposer des activités créatrices avec ses enfants. Je peux vous en donner 2-3 comme ça. Ouais, Par exemple, le panier à salade. Ça n'a pas de lien, mais vous mettez une feuille au fond avec un petit pâté de peinture. Vous actionnez le panier à salade, ça va faire la peinture va se répandre en fait dans le panier à salade. Et vous faites ça avec plusieurs couleurs, etc. C'est tout bête. Alors là, je pense que les enfants vont s'en donner à cœur joie parce qu'utiliser le panier à salade, c'est quand même un bonheur perpétuel. Et donc du coup, c'est le genre de choses, c'est tout bête. Pareil, vous trempez des billes dans de la peinture, vous les faites rouler sur une feuille, ça fait des traits. C'est des choses. Il faut pas aller chercher trop loin en fait. C'est vraiment. Alors après, évidemment, il faut nettoyer. Mais enfin, je pense que là, en ce moment, on a un petit peu de temps. Donc du coup, voilà. Vous pouvez faire des choses très différentes. Par exemple, des cadavres exquis. Bon, vous connaissez le principe du cadavre exquis, écrire un début de phrase, après l'autre continue la phrase, etc. Et on fait ça. Vous pouvez faire ça avec un dessin, vous pouvez faire ça avec une peinture, vous pouvez faire ça avec, je sais pas moi, du collage. Enfin, ça peut être plein de médiums différents. Il suffit juste, voilà, de se lancer. Et puis à la limite, si le résultat est pas au rendez-vous, tant pis, mais c'est pas grave, quoi. Je sais pas si je propose quand même on n'a pas le temps. Ce serait super. Si, vas-y. En fait, si vous choisissez une activité créative à faire avec vos enfants et que vous voulez la relier à un artiste, n'hésitez pas à utiliser Google Arts and Culture pour aller regarder des images de cet artiste. C'est un site de Google. Tout est en très grande définition. Les photos sont très belles. Et en fait, si vous tapez dans le moteur de recherche le nom d'un artiste, il va vous donner toute une sélection d'œuvres en fait que vous pouvez regarder avec vos enfants. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je sais pas, moi, je dis n'importe quoi. Vous avez envie de regarder des peintures de Monet, voilà, ou Klimt. Vous allez avoir plein de. Voilà. N'hésitez pas à démarrer par on regarde les images. Qu'est-ce que ça nous évoque? Qu'est-ce que ça te plaît pas? Pourquoi? On échange en fait. C'est la première base d'un atelier d'initiation à l'histoire de l'art et créatif par la suite. C'est on va échanger. Qu'est-ce que ça t'interpelle? Qu'est-ce que tu vois? Pourquoi? Voilà, c'est un moment d'échange. Et après, si vous voulez lancer un atelier créatif autour de cet artiste, ça permet de reprendre, en fait, d'extraire peut-être des motifs de décoration, des choses qui vous ont sauté au visage quand vous avez regardé. Donc dans Klimt par exemple, ça va être beaucoup les motifs décoratifs et le doré. Bon vous avez déjà des débuts d'idées d'ateliers pour la suite, c'est-à-dire que on va faire un petit peu comme Klimt, on va mettre du doré, etc. Par contre, n'essayez pas de faire à la manière d'eux. Il n'y a rien de plus limitant et frustrant pour un enfant que d'essayer de se comparer à Picasso. Il va pas y arriver, ça me paraît juste évident en fait. Mais à moins que vous ayez un Picasso chez vous, mais bon, pour l'instant, on va partir que sur l'idée que non. Mais il faut qu'il puisse s'exprimer avec les codes de l'artiste, mais tout en s'en éloignant le plus possible en fait. Il faut qu'il s'exprime lui, pas qu'il essaye de faire à la manière de. Donc, une fois que vous êtes lancé dans l'atelier créatif, éloignez les modèles. Ne laissez pas de modèles sous la main, ça ne sert à rien.
on a vu ensemble, on a regardé ensemble, on s'en détache et on va créer autre chose. Moi, je trouve ça très frustrant pour les enfants de leur dire allez-y, on va faire des coquelicots à la manière de Monet. Oui, bah non, en fait, ça va pas marcher, hein, clairement. Donc voilà. Et donc du coup, je vous ai sélectionné des petites activités à faire chez soi qui sont très simples avec un matériel très simple et peu de matériel. Donc, je vous montre les bouquins. C'est les bouquins dont je me sers pour mes ateliers. Donc là, vous avez les activités artistiques de Fleurus Fabrique. Et donc, je vous ai sélectionné celle sur Delaunay, qui est hyper simple à faire. Donc, vous voyez, en fait, là, ça va être uniquement du papier coloré à couper et à coller pour créer des rythmes avec des cercles. Donc là, les cercles, c'est pas compliqué. Vous prenez des couvercles de peau de différentes tailles. Donc là, normalement, dans la cuisine, vous devez avoir ce qu'il vous faut. Ciseaux, colle. Donc là, c'est les petites étapes. Donc, vous voyez, vous tracez les cercles sur le papier coloré. Vous pouvez découper les ronds. Vous pouvez les assembler. Donc là aussi, pensez par étapes. C'est-à-dire, faites d'abord vos associations de couleurs, de cercles de couleurs, avant de les coller, parce qu'évidemment une fois collé, on peut décoller, mais ça va être dégueu. Donc pensez à expliquer aux enfants. D'abord, on va découper les ronds, ensuite on les associe. Vous pouvez parler complémentarité de couleurs, vous pouvez parler d'association de couleurs, du jaune sur du jaune, et on voit rien, du jaune sur du rouge, on voit bien. Voilà, ça aussi, ça fait partie, en fait, c'est déjà de l'histoire de l'art, hein, bêtement. Comment on va créer des rythmes avec une forme aussi simple que des ronds? Et en fait, on va les désaxer, on va les déplacer, on va les découper différemment. Là, vous voyez que là, dans le coin, là, le rond n'est pas entier. Voilà, c'est des jeux avec des ronds, c'est très simple à faire. Moi, je l'ai fait en atelier, ça marche très bien. Et puis après on peut se faire une petite expo chez soi, c'est très sympa. Dans un autre registre de collage découpage, là aussi, comment devenir un grand artiste, de Jennifer McCulley. Donc là, vous avez plutôt une idée d'atelier sur Magritte. Donc là aussi, c'est très simple à réaliser. Vous prenez de la colle, des ciseaux et des journaux, des magazines. L'idée, c'est de faire un collage surréaliste, donc d'inventer une mise en scène. Vous voyez, là, ils ont pris des abeilles dans un salon avec des canapés, etc. Donc là aussi, c'est très libre. On peut découper ce qu'on veut, associer ce qu'on veut, associer les trucs les plus absurdes les uns avec les autres. C'est là aussi très libérateur parce que il n'y a pas de règles en fait. Donc du coup, les enfants peuvent faire comme ils veulent. Donc ça, c'est les 2 idées de collage. Pour ce qui est de la peinture, évidemment, la mise en place va être peut-être un petit peu plus compliquée, mais bon, vous pouvez le tenter. Alors, là, c'est, je sais pas si on voit bien. C'est des activités artistiques. Oui. Est-ce que tu peux lire le titre du livre, peut-être? C'est les activités autour de l'art moderne d'après la pédagogie Montessori. Donc c'est assez intéressant. Enfin, de toute façon, c'est assez intéressant. Donc là, vous pouvez peindre comme Pollock. Alors, le mieux pour ce type d'activité, et je le sais parce que je l'ai fait, c'est de poser des feuilles par terre, de bâcher le plus possible autour de la zone de peinture et de se lâcher complètement. Là, il propose une version avec un gobelet dans lequel on met de la peinture, etc. Il n'y a même pas besoin de ça, en fait. Il suffit de prendre son pinceau, de laisser couler la peinture sur la feuille, de tourner autour. C'est le principe de l'action painting de Pollock. De tourner autour, donc il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, il n'y a plus de... Donc c'est hyper libérateur, les enfants adorent ça parce que il y a une liberté de mouvement par rapport à la peinture qui n'existe pas le reste du temps. Vous pouvez faire couler la peinture directement du pot. Vous pouvez utiliser une brosse à dents pour faire des éclaboussures. Vous pouvez même tremper la main et avec vos doigts lancer des gouttelettes. Enfin, vraiment, c'est très libre. Il n'y a pas besoin de... Bon, alors c'est très salissant par contre. Hein. Si vous avez un jardin, vous pouvez aller vous installer là-bas, mais effectivement, dans un appart, c'est peut-être pas le meilleur des trucs, mais
ça se tente. Franchement, c'est sympa parce que voilà, il y a un côté très, très libérateur dans cette activité-là, qui est vraiment très chouette. Et après, pour une activité, on va dire, plus propre, toujours dans ce livre-là, il propose une activité à la Warhol, donc le pop art. Donc, vous voyez, ils ont séparé une feuille en 8 carreaux de couleurs différentes et avec un tampon encreur, ils ont fait la même forme dans les différents carrés de couleurs. Donc, il faut pas retremper le tampon dans la peinture, dans l'encre. Il faut utiliser le même tampon parce que ça fait un effet d'usure qui se voit bien sur les tableaux de Warhol. Le principe de la sérigraphie, en fait, ça va être ça. Si vous n'avez pas de tampon, faites-le avec votre main. Vous trempez la main dans la peinture noire et vous mettez des traces de main. Si vous voulez pas faire ça avec la main, vous prenez n'importe quel autre objet que vous mettez dans la peinture et que vous utilisez comme tampon. Ça marche aussi avec, pourquoi pas, des demi-fruits coupés. Enfin, je sais pas, vous pouvez inventer plein de choses. Il faut pas s'arrêter sur le terme de tampon, on peut utiliser plein d'autres choses. Donc ça aussi, c'est assez sympa, c'est très facile à mettre en place. Il faut de la peinture, des feuilles, des pinceaux et une main pleine de peinture noire. Ça marche très bien. C'est toujours le même livre, hein. Et puis pour le modelage, si vous vous sentez des modeleurs dans l'âme, il y a un truc très facile. Alors ça aussi, mon tout premier livre d'art des éditions Usborne. À Usborne, ils font plein de choses dans ce domaine-là qui sont très très bien. Et alors, si vous aimez Niki de Saint-Phal, c'est l'occasion. Donc vous connaissez peut-être les nanas de Niki de Saint-Phal qui sont très colorées, très dynamiques. Et là, en fait, vous réalisez une sculpture en pâte à sel. Donc là aussi, la pâte à sel, normalement, vous pouvez trouver n'importe quelle recette de pâte à sel sur Internet. Je pourrais pas vous la donner moi, mais c'est pas compliqué à trouver. Pour les plus petits, vous réalisez une forme relativement simple. Pour les plus grands, vous pouvez éventuellement leur donner le challenge de réaliser une figure humaine, on va dire. Vous les cuisez et ensuite vous les décorez avec le vocabulaire décoratif de Niki de Saint-Phal, les couleurs de Niki de Saint-Phal. C'est hyper ludique, c'est très coloré. Et vous voyez que ça rend hyper bien. Là, la forme est très très simple, mais c'est vraiment chouette. Donc ça, c'est relativement simple à faire aussi. Ça permet de modeler, de mettre en forme, etc. Et pour un dernier atelier sur le modelage, donc on revient aux activités artistiques de Fleurus. Et je vous propose une sorte de mobile à la caldaire, pardon, où en fait vous allez utiliser des objets qui servent pas forcément à faire de la peinture habituellement, donc des règles, des verres, des pinceaux, de la ficelle, pour créer, vous voyez, des empreintes, en fait, différents types d'empreintes sur tous les cercles. Ensuite, vous allez les découper, vous allez faire un gabarit rond avec un couvercle, et vous allez découper sur toutes vos feuilles ces gabarits ronds, et ensuite vous allez les assembler avec une ficelle, vous collez les gabarits, enfin les ronds, les uns au dos des autres, pour faire une sorte de mobile, de mobile, et voilà. Et donc du coup, ça fait des formes, c'est de l'art optique en fait, hein. Les formes vont se déformer les unes les autres parce qu'elles sont contraires les unes aux autres. Donc c'est tout simple. Vous pouvez faire ça avec des couleurs, vous pouvez faire ça sans couleur, vous pouvez faire ça, enfin c'est très libre. Vous pouvez, là, ils ont rajouté des ronds de couleurs en plus pour casser la monotonie du noir. Donc là aussi, c'est très simple à faire. Pour la barre là-haut, là, vous pouvez vous servir d'une paille. Enfin, c'est adapté, c'est le meilleur moyen pour créer des choses amusantes. Donc voilà, c'était les petits ateliers que je pouvais vous proposer avec les livres que j'ai à la maison. Après, il y a beaucoup de choses à faire, mais effectivement, avec le moins de matériel possible, c'est les choses qui rendent le mieux. C'est-à-dire que les découpages, là je vous ai montré Delaunay, mais vous pouvez faire un découpage sur le thème de Matisse aussi, hein, il a fait énormément de papier découpé à la fin de sa vie. Là aussi,
on découpe des formes, on les associe, on les met les unes sur les autres pour voir ce que ça donne, etc. Pensez juste bien à mettre en place votre activité par étapes, dans le calme, de pas tout faire à la fois, de prendre le temps d'expliquer pourquoi on fait ça, quelle est l'idée derrière ça, etc. Et là, on est déjà, on est dans la création artistique, ça c'est sûr, et on est presque déjà dans l'histoire de l'art, de l'histoire du regard, etc. Donc, vous voyez qu'il faut pas, il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 000 ans d'études pour en arriver là. Hein, c'est relativement simple. Merci énormément, Sophie-Charlotte, pour des conseils d'activités simples qu'on peut faire finalement avec du matériel qu'on trouve à la maison, mais qui ouvre plein de perspectives de discussion, d'imagination, d'introspection pour les enfants. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires du live. J'en ai déjà une d'Yvan qui justement reprend ce que tu nous disais, qui demande s'il faut beaucoup de matériel, d'outils à la maison pour réaliser une activité, et si tu conseillerais une boîte à outils à minima. Alors non, il ne faut pas beaucoup de matériel, c'est ce que je disais tout à l'heure. N'hésitez pas à détourner des objets qui n'ont pas cette utilité-là au départ. Après, une boîte à outils à minima, bah, si vous voulez faire une activité de peinture, bah, il faut de la peinture, ça me paraît évident. Voilà, de la peinture, des pinceaux, des ciseaux, de la colle. Surtout que la colle, ça part très vite avec les enfants. Hein, ils en utilisent. Alors là aussi, vous pouvez aussi leur expliquer que c'est pas la peine d'en mettre 4 tonnes derrière chaque rond qu'ils vont découper. Ça sert à rien, ça ne tient pas mieux. Donc là aussi, hein, l'explication de l'utilisation des objets. Moi, j'y tiens beaucoup. Après, ça dépend des gens, mais moi, j'y tiens beaucoup. C'est aussi ne pas gâcher quand on fait quelque chose. Quand on découpe des ronds dans du papier de couleur, ne pas découper un tout petit rond en plein centre de la feuille, parce que sinon on peut plus réutiliser la feuille, c'est dommage. Donc là aussi, leur expliquer que quand on veut faire des choses, on peut en faire encore plus quand on utilise avec raison le matériel qui nous est donné. Donc oui, du papier de couleur, des journaux, une boîte à minima, oui, des ciseaux, des ciseaux, de la colle, des pinceaux. Un pinceau, il n'y en a pas besoin de 25. Des feutres, des crayons de couleur. Après, c'est même beaucoup de choses que les écoliers ont dans leur pouce. Normalement, oui. C'est-à-dire que plus vous en avez, plus vous pouvez proposer des médiums différents. Si vous avez des craies grasses, c'est super. Enfin, voilà. Maintenant, si vous n'en avez pas, on peut tout à fait faire sans. Il n'y a pas de problème. Ouais, oui, après, non, là, tout de suite, je pense qu'il n'y a pas de plus que ça. Alors moi, mes enfants, déjà, avec des feutres, des ciseaux et de la colle, ils font déjà pas mal de choses. Hein, donc voilà. Exactement. On est déjà bien. Exactement. Puis il y a plein d'objets de la maison qu'on peut effectivement recycler pour remplacer les outils qu'on n'a pas. On a par exemple les Nora qui nous suggèrent d'utiliser des bouchons en liège pour faire des tampons, par exemple. Oui, exactement. C'est vrai. Surtout que le bouchon en liège, si vous pratiquez beaucoup l'apéro, n'hésitez pas. En ce temps de confinement. Voilà. Yvan qui te répond, une économie de la création artistique, c'est super. Je crois que ces conseils ont trouvé écho. N'hésitez pas si vous avez des questions, et bien sûr aujourd'hui on vous a partagé beaucoup de ressources, d'idées d'activités, de sites d'activités. Vous retrouverez tout cela sur le site de Bibliothèques sans frontières et sur notre newsletter, donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Je vois que le temps dont on propose s'arrête là pour aujourd'hui. Merci énormément Sophie-Charlotte pour ton temps, pour tes idées, cette créativité. Et vous retrouverez également sur la page Facebook de Tête en l'art un certain nombre des conseils de Sophie-Charlotte. Donc n'hésitez pas en tout cas à m'envoyer des mails ou à me contacter si vous avez envie qu'on continue sur ce sujet en tout cas. Merci énormément Sophie-Charlotte encore. Je vous invite à nous retrouver dès cet après-midi à 17h30 pour une conférence sur un sujet historique mais en lien avec l'actualité, celui de l'esclavagisme et de la façon dont les épidémies ont causé en fait le début de l'esclavagisme africain en Amérique du Nord. Donc un sujet
passionnant, lourd, mais passionnant, avec Frédéric Régenre, historien. Et dès demain matin, pour bien finir la semaine, on vous propose un live 10 sur 10 avec un professeur d'EPS qui va nous donner des conseils pour rester en forme, y compris en situation de confinement. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce live. Je vous invite à nous retrouver sur notre page Facebook Bibliothèque sans frontières et sur la page hashtag Ensemble à la maison où vous retrouverez tous les lives de BSF. Merci à tous. Merci beaucoup Sophie Charlotte encore et très bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.